Cour suprême de Côte d'Ivoire a de nouveaux membres. Ces nouveaux membres ont été officiellement installés ce matin à l'occasion de la rentrée judiciaire 2014-2015 en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans ce journal, le compte-rendu du séminaire sur l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest et l'implication de la Côte d'Ivoire dans le processus de développement des économies de la région ouest-africaine. Dans l'actualité également, cette concertation autour de l'amélioration des conditions de vie des personnes arrêtées, mise en garde à vue des personnes détenues provisoirement dans les prisons. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Et dans cette demi-heure d'information, vous aurez, comme tous les lundis, le grand format consacré aujourd'hui à la station de pesage à basse vitesse d'Alokwa, située à PK20 sur l'autoroute du Nord. Pesage considéré par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan comme un bel outil d'intégration sous-régionale. Le grand format, c'est dans une dizaine de minutes, le temps de parcourir l'actualité avec tout d'abord l'installation de nouveaux membres à la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Ils ont pris fonction ce matin à l'occasion de la rentrée judiciaire 2014-2015 en présence du chef de l'État, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. Elle s'est déroulée exceptionnellement à l'hôtel communal de Cocody. La cérémonie marquant l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême au titre de l'année 2014-2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, y a assisté avec à ses côtés des membres du gouvernement. Cette cérémonie a consisté en l'installation du nouveau procureur général près la Cour suprême, en la personne de Suzanne Haddad, épouse Nguessan Zékré, du nouveau président de la Chambre des comptes, M. Diomandé Kanvali, ainsi que les nouveaux conseillers et avocats généraux. Avec l'avènement de ces nouveaux membres, la Cour suprême, pour citer son président, est désormais complète. Le président Koné Mahamadou, qui, après les avoir félicités et leur avoir prodigué des conseils, a dit savoir compter sur eux pour aider à l'émergence de la Côte d'Ivoire, conformément au thème choisi à l'occasion de cette session. Cette année, la Cour suprême a choisi de réfléchir sur sa contribution à l'émergence de notre pays à l'horizon 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est la détermination de la haute juridiction à l'atteinte de ce noble objectif. Certes, l'accent a été mis sur le rôle spécifique de la Chambre des comptes, mais je puis vous rassurer que c'est toute la Cour suprême dans toutes ses composantes qui est prête, par la qualité de ses prestations et de ses décisions, à prendre toute sa part de charge dans le combat pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Aussi, la célébration officielle de la fin de l'année judiciaire 2013-2014 et l'avènement de la nouvelle année 2014-2015 ont-ils constitué un autre temps fort de cette rentrée judiciaire. Dans l'actualité également, cette concertation autour de l'amélioration des conditions de vie des personnes arrêtées, mise en garde à vue des personnes détenues provisoirement dans les prisons. Au nombre des participants à cette concertation figurent des experts des droits de l'homme et des représentants du ministère ivoirien en charge de la justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Les conditions des personnes arrêtées, mises en garde à vue et celles détenues provisoirement dans les prisons ivoiriennes connaîtront une nette amélioration dans les mois à venir. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique pour la mise en œuvre des lignes directrices de Luanda en Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux vous assure-t-il de son engagement à œuvrer ensemble avec vous à l'édification d'une justice saine et au changement profond des mentalités de ses acteurs afin de garantir les droits fondamentaux des populations ivoiriennes. Réunis pour le lancement des lignes directrices de Luanda en Côte d'Ivoire, les partenaires de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention, ainsi que l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, se disent prêts pour aider l'État ivoirien dans le respect des droits de l'homme et de sécurité des personnes détenues à travers la mise en application des lignes directrices de Luanda. Et cela tombe à pic dans la mesure où la Côte d'Ivoire est justement en train de procéder
à la modification de ces codes criminels usuels, à savoir le code de procédure pénale et le code pénal. Notre apport sera donc celui de porter à la connaissance de tous qu'il existe des normes et des standards internationaux en la matière, standards dont il faut tenir compte dans la révision de nos tests. Adopté par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ADHP, lors de la 55e session ordinaire du 28 avril au 12 mai à Luanda, en Angola, les lignes directrices ont pour objectif garantir le droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à un pouvoir judiciaire indépendant des personnes arrêtées, mises en garde à vue et celles détenues provisoirement dans les prisons. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a effectué récemment une visite de travail dans le département de Grand Laou, visite marquée par un meeting animé au stade Henri Konan Bédié de la région, une occasion mise à profit par le ministre d'État pour inviter les populations à s'approprier le processus de réconciliation et de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a conseillé l'entente, la cohésion et l'adhésion des fils et filles de la région de Grand Laou à l'appel de Daoukro. Abou Sanogo. Grande mobilisation ce samedi matin au stade Henri Konan Bédié de Grand Laou pour le meeting de clôture de la visite de travail du ministre d'État. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, les populations du littoral sont sorties massivement pour accueillir leur hôte, preuve de leur attachement au président de la République Alassane Ouattara. Ainsi, le député maire Djaya Jean a dit sa joie d'accueillir Ahmed Bakayoko qui, pendant 48 heures, a partagé les problèmes des populations. Nous faisons confiance au président Alassane Ouattara. Quand le président Henri Konan Bédié, son aîné, a lancé l'appel historique de Daoukro, Grand Laou, comme un seul homme, s'est mis debout pour soutenir cet appel et pour soutenir les actions du président Alassane, qui sera le principal acteur avec l'appui de son Henri Konan Bédié du deuxième miracle ivoirien. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué le peuple avikam pour son hospitalité et sa grande générosité. Il a par la suite exhorté les filles et fils de la région à l'union, à la paix et à l'entente. Il faut la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous saluons l'appel de Daoukro. C'est un appel pour montrer qu'on peut dépasser le passé pour regarder l'avenir. Le président Alassane Ouattara est au travail. Avec le soutien de son aîné, le président Henri Konan Bédié, nous allons tout faire pour relancer la machine économique de Grand Laou pour que les jeunes aient du travail. Grand Laou est un grand potentiel de développement de la Côte d'Ivoire. Fait grand chef et traditionnel par les têtes couronnées de la région, Ahmed Bakayoko a offert aux populations, au nom du président de la République Alassane Ouattara, des ordinateurs, 2 véhicules, un pour le sous-préfet de Bakanda et l'autre pour le commissariat de Grand Laou, le tout d'une valeur de 110 millions de francs CFA. Les motivations de l'appel de Daoukro ont été également expliquées à la population de la région de Mans par Blanc Blaise, député de Mans sous-préfecture. Nous vous proposons les temps forts de cette rencontre de sensibilisation avec Kwasi Mamadou. Après les localités du département de Mans, Siki Blanc Blaise, député de Mans sous-préfecture, met le cap sur le département de Danani pour expliquer, susciter des adhésions autour de l'appel de Daoukro. Un appel qui demande une candidature unique au sein du RHDP. Ici, à la place de la mairie de Danani, Siki Blanc Blaise bénéficie du soutien des élus et cadres du département de Danani. Le député de Mans sous-préfecture fait le bilan des actions de développement engagées par le président de la République Alassane Ouattara sur l'ensemble du territoire national. Il souhaite que les chefs de l'État bénéficient d'un second mandat afin de permettre à la Côte d'Ivoire de réaliser son deuxième miracle économique. Je viens vous apprendre que la Côte d'Ivoire a une seconde chance aujourd'hui. La seconde chance aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara. Merci. Mais d'autres part ont dit, mais c'est Blanc qui dit ça. Oui, c'est Blanc Blaise qui dit ça parce que j'ai vu Alassane au travail et c'est une réalité. Aux populations d'obédience politique et religieuse différentes, Siki Blanc Blaise demande de s'approprier l'appel du président pour la pauvreté s'éloigner de la Côte d'Ivoire. Message soutenu par le délégué départemental du PDCI RDA de Mans, Daoud Agba.
qui invite les militants à être des porte-voix auprès de toute la population pour la réélection du président. Le maire de Danani, Mamadou Sissé, rassure ses hôtes de la volonté de sa population à accompagner le président de la République pour ses actions de développement et surtout pour sa réélection au premier tour en 2015. Les jeunes, les femmes et les chefs de communauté prennent l'engagement de traduire en actes le message du président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Toujours dans le cadre de la campagne d'information, de sensibilisation et d'explication de l'appel de Daoukro, le maire de la commune d'Adjamé s'est rendu récemment dans la région de l'Indénié-Djouablin. Il a échangé avec les populations de Bétié, Abengourou et Agné-Bilekro. Le témoignage de Grace Kando. Le premier magistrat de la commune d'Adjamé, Youssouf Silla, en mission de sensibilisation et d'information dans l'Indénié-Djouablin. Il sollicite l'adhésion des populations de cette région à l'appel de Daoukro. Appel lancé par le président Henri Konan Bédié pour le soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Partout où l'émissaire du Rassemblement des Républicains RDA est passé, le message était le même. Voter massivement pour qu'au soir des échéances électorales, le président Alassane Ouattara soit reconduit à la tête de la magistrature suprême pour continuer les grands chantiers entamés pour le bien-être des populations. Quand le président Houphouët-Boigny a tendu la main à tous les partis politiques pour qu'ensemble, il n'y ait qu'un seul parti en Côte d'Ivoire pour que la paix et le développement soient le credo de la Côte d'Ivoire. Cela a été fait et durant tous les mandats du président Houphouët-Boigny, nous avons vu le progrès que la Côte d'Ivoire a réalisé. Alors, si aujourd'hui, en 2014, le président Henri Konan Bédié lance un tel message, je crois qu'il est de notre devoir de saisir ce message et de le transmettre à tous nos militants. Message bien perçu par les populations de Bétié, d'Abengourou et d'Agny-Bilekro. Elles comptent relayer l'information dans les hameaux les plus reculés de ces différentes localités. Du côté de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, on se prépare activement pour une mission d'explication de l'appel du Daoukro sur toute l'étendue du territoire. Les moyens humains et financiers nécessaires à la réussite de cette mission étaient au centre du séminaire organisé récemment ici même à Abidjan. Gabriel Zanilou. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, à l'instar des autres partis du Rassemblement des oufouettistes, s'active pour la réélection du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Pour ce faire, des délégations ont été constituées ce jeudi 13 novembre 2014 pour effectuer des missions de sensibilisation et d'information. Ces délégations ont été constituées pour parcourir l'ensemble du territoire national afin de mobiliser les militants de l'UDPCI autour de la candidature du président Alassane Ouattara au sein du RDP à l'élection présidentielle de 2015. Selon Alphonse Messé, cette décision a été mûrie par le bureau politique du parti. Au cours de la rencontre, il a été également question du renouvellement des structures de base de l'UDPCI en vue de réussir la mission. Notre mission, c'est d'aller informer, mobiliser nos militants afin qu'ils puissent être nombreux. Et donc ces missions-là vont permettre à ceux qui n'ont pas pu se déplacer d'être encore plus informés et de pouvoir mieux travailler sur le terrain par rapport à la candidature unique de notre candidat Alassane Ouattara. Débuté ce jeudi 13 novembre 2014, la mission s'étendra jusqu'au 30 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'était le volet politique de ce 20h. Dans quelques instants, le grand format de la rédaction consacrée au poste de pesage à basse vitesse d'Aloukwa, situé au PK20 sur l'autoroute du Nord. Poursuivons ce journal avec une levée de mot d'ordre de grève des instituteurs adjoints. Camarades instituteurs, militants de la coordination des instituteurs adjoints de Côte d'Ivoire, à la suite de l'Assemblée générale du 8 novembre 2014, nous avons décidé d'une grève de 2 jours, c'est-à-dire
du 24 au 25 novembre 2014. Cette grève était motivée par les questions liées à notre carrière, notamment aux modalités de notre admission au grade B3. Dans la perspective des négociations induites par la recherche d'une solution idoine à l'ensemble des préoccupations spécifiques des instituteurs adjoints, le Bureau exécutif national a été reçu ce jour par le cabinet de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il a été convenu des pourparlers interministériels pour statuer sur la situation administrative des instituteurs adjoints. Et ce, dès le mardi 25 novembre 2014. En conséquence, nous invitons tous nos camarades à la reprise effective des cours dès le mardi 25 novembre 2014 à 7h30. Voilà, on peut dire qu'on évolue dans le sens de l'apaisement. Vous allez le voir en images, Abidjan, capitale africaine des technologies de l'information et de la communication. Ce, pour 3 jours, à la faveur de la première édition d'Africa Web Festival, une plateforme d'échange sur le numérique. Outre la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce matin, il s'est tenu un déjeuner débat sur le thème « Les entreprises face aux dividendes numériques et à la logique économique ». Les participants y ont évoqué les opportunités qu'offre le numérique aux entreprises du continent. L'enjeu est de permettre à l'Afrique d'aborder son virage numérique. Dans nos prochaines éditions, vous aurez des précisions avec nos reporters. On en vient maintenant à ce séminaire sur l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, mais surtout l'implication de notre pays, la Côte d'Ivoire, dans le processus de développement des économies de la région ouest africaine. Les réflexions portent également sur l'intégration des peuples, l'une des priorités de l'UEMOA. Des précisions avec notre reporter Francis Boifo. L'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. La question préoccupe les gouvernants. Mais pour qu'elle soit une réalité, des difficultés sont à surmonter. L'incohérence des différentes politiques sectorielles nationales et régionales entre la CEDEAO et l'UEMOA, la faiblesse de la mobilisation de ressources financières suffisantes pour les études et la réalisation des projets communautaires, la non-transposition de certains textes communautaires au plan national. Ces problèmes feront l'objet de réflexions en atelier durant 2 jours à Abidjan. Les experts plancheront aussi sur le développement de l'économie régionale et le rôle de la Côte d'Ivoire pour booster cette économie. La Côte d'Ivoire produit près de 40% du produit intérieur brut. Il s'agit pour nous aujourd'hui de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse accéder dans les meilleures conditions à ce grand marché sous-régional qui est un marché de 300 millions d'habitants. Classée parmi les 10 pays réformateurs au monde, la Côte d'Ivoire a une plus haute idée de l'intégration. C'est la volonté de promouvoir une transformation structurelle de nos économies, favorable au développement humain et en particulier à la lutte contre la pauvreté. L'intégration régionale, c'est la possibilité pour notre pays de transformer notre croissance pour qu'elle soit non plus seulement portée par les exportations de biens primaires ou les investissements, mais par la demande intérieure et un allongement du détour de production. Le taux d'investissement qui était de 13,7% du PIB en 2012 a atteint 16,5% en 2013 avec un objectif de 20% cette année. Un indicateur qui montre que la Côte d'Ivoire a fait de nombreux progrès. Le grand format consacré aujourd'hui au poste de pesage à basse vitesse d'Alokoa, situé au PK20 sur l'autoroute du Nord, ce poste considéré comme un bel outil d'intégration sous-régionale par le Premier ministre Daniel Kablan a coûté plus d'1,5 milliard de francs CFA. Sa capacité de pesage est d'environ 600 véhicules poids lourds par jour. Complément d'information de ce grand format avec Hugues Hervé Blé du service politique de la rédaction. L'aventure du poste de pesage à basse vitesse commence en juillet 2012
avec la signature par l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement ivoirien d'une convention pour la construction d'une station de pesage. 2 années plus tard et après un investissement d'1,520 milliard de francs CFA, la plus grande station de pesage de l'espace UEMOA est opérationnelle. Les véhicules qui nous intéressent sont les véhicules de transport de marchandises, appelés généralement les poids lourds, à partir de 21 tonnes 600. Le camion plus la marchandise ne doivent pas excéder 21 tonnes 600. Le top départ des activités de ce qui est désormais un passage obligé pour tout poids lourd empruntant l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro a été donné par le Premier ministre Daniel Gablan Duncan. L'ouvrage bâti sur une superficie de 9 hectares au niveau du village d'Alokwa est financé par l'UEMOA dans le cadre de son règlement CARTOS relatif au contrôle de la charge à l'essieu pour les véhicules poids lourds. Et pour cause. Le niveau actuel de surcharge sur les routes occasionne une agressivité de 5 à 7 fois supérieure à la normale admise par le règlement communautaire. Notre institution communautaire est très sensible à la préservation du patrimoine routier. C'est pourquoi, en application des recommandations de la réunion des ministres de 2009, la commission de l'UEMOA a entrepris de financer la construction d'une station de pesage clé en main dans chacun des États membres, aux sorties des ports et sur les corridors communautaires pour un montant global d'environ 8 milliards 100 millions. La station de pesage d'Alokwa, située à 5 km du corridor de GESCO et à 22 du port autonome d'Abidjan, pourra accueillir par jour 600 camions poids lourds. Sa mise en service soulage le gouvernement ivoirien. Nous devons pouvoir protéger nos routes des surcharges, cause principale de leur dégradation. L'application à compter de ce jour, en même temps que l'inauguration de cette infrastructure, du règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds, de transport de marchandises dans les États de l'Union et du Ghana constitue un atout donc majeur pour l'entretien du réseau global. Préserver le réseau routier national reste pour le gouvernement une préoccupation majeure. Le Premier ministre le note, la station de pesage désormais à sa disposition va aider à freiner les effets de la surcharge des poids lourds sur bon nombre de routes. Les différents exercices de pesage à blanc réalisés avant la mise en service effective de cette station ont montré que le taux de surcharge actuel excède 70%. Ce qui veut dire que plus de 7 camions sur 10 sont en surcharge. Cette donnée nous situe sur l'ampleur des dégâts causés sur nos routes. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au civisme et à la responsabilité des transporteurs pour que cette première station inaugurée en Côte d'Ivoire soit le symbole de la réussite de notre programme de préservation de nos routes et autoroutes. Il nous faut, par un engagement collectif et volontariste, travailler à préserver les infrastructures routières, notamment afin de rentabiliser au mieux les importants investissements consentis par l'État et ses partenaires techniques et financiers. Le règlement de l'UEMOA stipule que la charge maximum autorisée pour les poids lourds est de 11 tonnes 5 par essieu. Au-delà, le transporteur est tenu de payer une amende. Nous sommes en mesure d'accorder une tolérance de 20% à tous les camions. Mais au-delà des 20%, toute la surcharge fera l'objet de paiement. Donc pour les marchandises à destination du marché domestique, c'est un peu plus de 4 000 francs la tonne de surcharge. À l'inverse, pour le trafic international, on va payer 11 000 francs la tonne. Mais le trop plein va être délesté et stocké jusqu'à ce qu'un autre camion vienne prendre la charge. Nous sommes d'accord, c'est notre État. Tout ce qui est dit là, tout ça va le dialogue. On s'est dialogué avant d'accepter, il n'y a pas de problème pour le moment. Autre bénéficiaire de la mise en œuvre du projet, la population du village d'Alokwa. Elle a désormais accès à l'eau potable avec le château d'eau construit pour le poste de pesage. Bouaké, Diokwe, San Pedro, Abengourou, Soubré et Ferke-Sédougou sont les villes choisies pour abriter les prochains postes de pesage. Opérationnels dans 6 mois, ils vont bénéficier d'un financement de l'Union européenne estimé à 1 500 000 €, soit 982 500 000 francs CFA. Au final,
21 stations de pesage verront le jour en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le grand format proposé par le service politique de la rédaction. Sachez que dans le cadre des réhabilitations des routes en Côte d'Ivoire, le gouvernement envisage un investissement d'environ 500 milliards de francs CFA par an pendant une décennie dans l'aménagement et la réhabilitation de son réseau routier. Parlons maintenant de violences basées sur le genre. La question sera au centre d'une journée de sensibilisation prévue demain 25 novembre autour du thème l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des filles et des femmes y compris, les pratiques humiliantes et dégradantes comme la traite et le trafic. Hamza Diaby. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2011 et 2013, au moins 548 cas de violences sexuelles liés à la crise post-électorale ont été enregistrés. Le gouvernement veut inverser la courbe. Une campagne de 16 jours d'activisme est donc initiée. Elle débute ce mardi 25 novembre et va se dérouler de façon éclatée sur toute l'étendue du territoire. Nous avons un acquis très important relatif à cette lutte-là. Il s'agit de l'adoption par le gouvernement d'une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est un document éminemment important qui permettra la prise en charge holistique de toutes les victimes, depuis donc leur agression jusqu'à leur réinsertion sociale. Nous espérons en tout cas que ces 16 jours permettront une prise de conscience individuelle mais aussi collective. Le gouvernement, par la voix de la ministre Anne-Désirée Ouloto, n'entend plus tolérer les violences faites aux femmes, surtout à la petite fille. Je voudrais saisir cette opportunité pour attirer l'attention, notamment des adultes, qui commettent ces actes crapuleux sur des enfants de moins de 15 ans, sur de petites filles. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acte criminel ? Le gouvernement veut afficher sa détermination à venir à bout de ce fléau. 2 numéros verts sont opérationnels. Allo 116 enfants en détresse et le 800 00 800 ouvert 24 heures sur 24. Des lignes gratuites pour dénoncer tout cas de violence faite aux femmes et aux petites filles. La lutte contre les violences sexuelles liées au conflit était au centre d'une rencontre entre une délégation d'experts de l'ONU et des représentants du système judiciaire ivoirien. Il a été essentiellement question de présenter la situation en Côte d'Ivoire et d'envisager l'amélioration de la lutte contre ces violences sexuelles liées au conflit. Le compte-rendu de Abou Sanogo. Innocent Balemba Zahende, conduisant la délégation d'experts de l'ONU du département État de droit, spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit, reçu par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan. Au cours de cette rencontre, le procureur militaire, le colonel Ange Kessi Kwame, a dans un bref exposé dit ce que les lois voisines définissent comme viol ou violence sexuelle et présenté l'état des lieux et le tableau de répression du tribunal militaire en matière de lutte contre les violences sexuelles. À ce jour, une vingtaine de ces viols sont portés à la connaissance du tribunal militaire, dont à peine la dizaine a été jugée. La cause, selon le colonel Ange Kessi Kwame, les victimes ont peur des représailles, ce qui explique que la plupart des cas de viol sont portés à la connaissance du tribunal militaire par des dénonciations et non par des plaintes de victimes elles-mêmes. Le commissaire du gouvernement demande et exhorte les victimes à ne pas avoir peur, à saisir le tribunal militaire en cas de viol et violence sexuelle afin que les criminels soient punis, et c'est la première solution selon lui pour lutter contre ce fléau. Le commissaire du gouvernement a fait connaître aux experts de l'ONU qu'une femme qui tue son violeur en se défendant ne peut être poursuivie. Idem pour un passant ou un témoin qui, en empêchant un individu de violer, lui cause la mort. Dans ces 2 cas, il y a légitime défense. Voilà, fin de ce journal. À partir de 21h, vous avez rendez-vous avec la rédaction sportive de RTI. Mais avant ce grand rendez-vous, nous allons donc donner la parole à Anne-Marie Nguessan pour nous faire le point un peu de ce qui est prévu dans ce journal, dans cette émission. Anne-Marie, vous avez l'antenne.
Bonsoir David, on va parler dans notre émission de football bien sûr avec les éliminatoires de la CAN 2015 avec à la clé la qualification de la Côte d'Ivoire à cette CAN. C'est d'ailleurs le gros chapitre de notre magazine. On reviendra donc sur tout ce qui s'est passé dans le stade et que vous n'avez pas pu voir à la télévision. On va également parler du démarrage effectif de la Ligue 1 avec le président de la Ligue professionnelle Sori Diabaté qui sera présent sur notre plateau. Il y aura aussi du rugby avec la finale du championnat national et bien d'autres disciplines notamment et des informations croustillantes que nous allons distiller tout au long de cette émission. Je serai bien sûr en compagnie avec Ange Assokrou et Brice Kwasi. Anne-Marie, voilà, un menu à ne pas manquer. Fin de ce 20h, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien.